Monsieur Yves Pourcher, bonjour, enchanté de faire votre connaissance. Merci, merci, moi aussi. Je suis venu pour parler de votre livre, que c'est ce livre, bon, il vient d'être publié en espagnol et c'est ça aussi, bon, ça c'est l'original en français. Il faut, si vous me permettrez, bon, il faut débrouiller mon français, mais si vous me permettrez, je vais vous présenter au lecteur espagnol. Vous êtes professeur émérite de l'Université de Toulouse, de Sciences Po, et vous êtes un expert en la collaboration française. Et, et voilà, ça c'est l'original en français, comme j'avais dit. C'est ça, on vient de le publier en espagnol à éditorial Frocola. Et pourquoi votre intérêt pour les collabos? Bah, c'est une période très trouble, voilà. Et évidemment, dans ces périodes agitées, on peut tout explorer, c'est-à-dire le bien, le mal, les héros et les salauds. Et c'est ce qui m'intéresse, c'est-à-dire effectivement, c'est l'âme humaine, c'est la personnalité qui surgit. Donc c'est pas une passion pour un moment ou pour des choses mauvaises, mais c'est évidemment se dire qu'on peut faire l'inventaire un peu de tout ce qui existe ou ce qui a pu exister dans l'histoire. Voilà. C'est un moment à la fois de décomposition et de recomposition. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, à un moment donné, vont lever la tête, qui vont être courageux et qui vont affronter un certain nombre de réalités très dures qu'ils ont vécues. Il faudrait que vous êtes un vrai expert. Je crois que les plus importants experts en France sur les collaborations. Vous avez beaucoup de livres sur ça, non? Voilà. Oui, alors ça, c'est le dernier qui vient de paraître, et c'est un livre qui me semblait important parce que j'ai réussi à trouver les carnets intimes de la fille de Pierre Laval. Alors Pierre Laval, il faut expliquer un peu aux lecteurs, aux auditeurs qui est-il. C'est au moment où la République française s'effondre, il y a deux hommes qui vont incarner l'alliance avec les Allemands, là, ce qu'on a appelé la collaboration. C'est le maréchal Pétain, la figure très importante, et à ses côtés, et c'est d'ailleurs cet homme qui lui permet d'arriver au pouvoir, un homme qui est un ancien président du Conseil, donc une personnalité très importante, très aguerrie, qui a été de nombreuses fois ministre et qui arrive au pouvoir et qui va mettre en place une politique de collaboration avec les nazis. C'est Pierre Laval, voilà. Donc Pierre Laval a été une figure importante, et moi, en travaillant il y a à peu près, j'ai commencé ça il y a 30 ans, au moins, ou 35 ans, j'ai connu le gendre de Laval, c'est-à-dire le mari de sa fille, et à partir de cette connaissance et de cette relation, j'ai trouvé les carnets intimes de la fille de Laval. Et donc, ce sont des carnets absolument passionnants, parce que chaque jour, elle écrivait le détail de sa vie, qui elle rencontrait, où elle allait et ce qu'elle faisait. Et pendant toute l'occupation, on a le détail de cette vie de femme qui, à la fois, est dans un monde totalement irréel. C'est-à-dire, elle ne se rend pas compte de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire le drame de milliers, de centaines de milliers, de millions de personnes, la déportation des Juifs, l'extermination. On a une vie complètement hors sol. Et c'est cette irréalité qui est à la fois très passionnante. On se dit, mais comment ces gens-là, qui étaient des gens cultivés, instruits, qui avaient voyagé, qui parlaient plusieurs langues étrangères, ont-ils pu être autant aveugles à la fois sur l'événement et sur la réalité de ce qui s'est passé? Et c'est ce qui est important, c'est-à-dire que nous, même dans notre vie, nous sommes toujours aveugles, c'est-à-dire nous ne percevons pas exactement le malheur d'autrui, et puis nous sommes des égoïstes. Alors elle est encore plus, bien entendu, c'est-à-dire chacun considère l'histoire en sortant de chez lui, voilà. Donc nous avons le ventre plein, nous sommes chauds, et évidemment le malheur d'autrui nous est très étranger. Et il faut certaines personnalités qui comprennent véritablement ce qui est
en train de se passer et qui accepte en quelque sorte de se sacrifier pour les autres. Et dans les carnets de cette femme, que j'ai reconstruit dans une écriture, parce qu'au bout d'un moment, ce sont des flashs sur des moments. Par exemple, elle dit « Papa voit Hitler », voilà, comme si c'était un événement normal, c'est-à-dire la rencontre de Hitler par son père. Et ensuite, d'autres événements. On vient me voir parce que ces gens ont été arrêtés par la Gestapo, ils vont être déportés. On vient me solliciter, on vient pleurer à ma porte. Voilà, elle note ça comme un fait neutre, anodin, etc., alors que le drame est en train de se jouer. Et donc, j'avais publié une première partie de ces journaux, et étrangement, on avait recherché avec le gendre, voilà, c'était la première partie qui apparaissait, il en manquait certains étaient restés introuvables, c'est-à-dire les carnets qui allaient des années 1964 à 1970. Et étrangement, ils ont ressurgi, et je me suis dit que 20 ans après la fin de la guerre, l'exécution de Laval, qui a été condamnée à mort et fusillée, donc son père, elle vit un drame personnel, cette femme aussi, hein, c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire que son père est jugé, condamné à mort, et à ce moment-là, ils sont confrontés à la réalité de l'histoire, c'est-à-dire que la justice collective du pays les met en accusation, et il fallait se demander ce qui s'était passé 20 ans après. Et 20 ans après, c'est-à-dire alors qu'on est en 1970, que De Gaulle est revenu au pouvoir, on a cette étrange réalité, c'est-à-dire que le monde de la collaboration, des gens très importants comme Paul Morand, Coco Chanel par exemple, qui était dans son entourage, donc des figures de couturiers ou des figures d'écrivains, et même aussi des figures de la fortune, un homme comme René Bousquet qui a permis la rafle du Veldiv et qui est revenu, et on voit dans ces carnets apparaître une espèce de retour, c'est-à-dire la fortune est revenue, le pouvoir est là, Coco Chanel, Paul Morand rentre à l'Académie française, et on a même ce moment hallucinant, c'est-à-dire qu'au mois de mai 1968, la fille de Laval, c'est-à-dire de celui qui a permis et qui a organisé la rafle du Vel juif et la déportation des enfants juifs de France et leur extermination, eh bien, la fille de Laval est reçue en grand honneur à l'ambassade d'Israël. Voilà. Donc, pour les 20 ans de la création de l'État. Donc, on a une espèce de confusion de l'histoire et un effacement de la réalité qui se met en place à travers ces carnets. C'est pour ça que j'ai trouvé très important de les publier pour poser cette question, c'est-à-dire que deviennent les vaincus dans l'histoire? Est-ce qu'ils disparaissent complètement ou au contraire, est-ce qu'ils peuvent retrouver une figure non seulement acceptable, mais prestigieuse dans la société française? Voilà, c'est ça qui m'a semblé très important de comprendre. Et en même temps, c'est un tableau de la vie mondaine et de la vie riche d'une femme, c'est-à-dire il n'y a pas que ça. C'est-à-dire qu'elle a à peu près 3 châteaux, le château de son père, qui était en Auvergne, plus le château, parce que son mari était un descendant du marquis de Lafayette, qui s'était rangé du côté des Américains pendant la guerre d'indépendance. Donc aux États-Unis, c'est un nom qui pèse, qui est très important, Lafayette. Donc ils ont récupéré ce château, plus une autre propriété à Biarritz, et sa vie, c'est ça. C'est-à-dire à la fois cultiver la mémoire de son père et vivre comme une femme très riche dans cette société. Et pour des Espagnols, c'est aussi très important parce qu'elle va rencontrer, reconstituer tous les exilés de Vichy qui s'étaient réfugiés en Espagne. Je pense à des gens comme Abel Bonnard, même Darquier de Pellepoix et d'autres qui ont été protégés par le régime franquiste. Donc, elle continue à les accepter et même à les aider financièrement. Voilà. Donc, elle s'habille chez Balenciaga parce que c'est un couturier très prestigieux, mais aussi, on sait que Balenciaga aidait les exilés de la collaboration qui vivaient en Espagne, les habillait gratuitement. Donc, il y a une espèce de monde vichysois, un monde de la collaboration qui est revenu à cette époque-là. En fait, Franco a beaucoup de collaboration.
Oui, c'est-à-dire que évidemment au moment de l'effondrement, c'est-à-dire quand les Américains ont débarqué et gagnent, bien entendu, pour ces collabos, il faut partir, hein. Il faut partir parce que évidemment ils ont peur et puis ils sentent très bien ce qui va se passer. Alors certains fuient avec les Allemands, ils vont se réfugier. Alors il y a un épisode très connu dont je parle dans l'exil des collabos, c'est-à-dire le refuge à Sigmaringen, qui devient une espèce de forteresse d'une résistance collabo qui s'organise là-bas. Et puis après l'effondrement de l'Allemagne, il faut partir ailleurs. Et l'Espagne est un lieu d'accueil. Pour certains, c'est un lieu de passage parce qu'ils vont partir ensuite en Argentine ou en Afrique, en Amérique du Sud. Mais certains vont s'installer en Espagne. Ils vont reprendre un travail, une activité, certains vont être journalistes, etc. Et Franco les protège, bien entendu, parce que pendant toute l'histoire du régime de Vichy, il y avait eu des liens très étroits entre le monde de la collaboration français, entre Pétain, Laval et Franco, bien entendu. Et il faut rappeler aussi, alors, l'histoire de la relation notamment entre Laval et Franco est très difficile. Parce que Laval, dès le début, a aidé Franco, bien entendu, on a existé une lettre, et au moment où Laval est chassé d'Allemagne, il se réfugie en Espagne. Et Franco, parce il a peur en quelque sorte de la réaction des Alliés, va livrer Laval. Et donc dans la famille de Pierre Laval, chez sa fille, il y a une détestation à partir de ce moment-là qui se met en place pour le régime. Mais par exemple, quand elle rencontre le beau-frère de Franco, Serrano Suñer, Serrano Suñer qui était le plus nazi certainement de l'équipe franquiste, elle continue et Serrano Suñer lui dit c'est une honte que nous n'ayons pas sauvé Laval, que nous ayons livré Laval. Donc ils ont des liens très étroits avec des phalangistes, etc., et avec un certain monde du milieu, du monde franquiste. Et puis, je pense que du point de vue de Franco, il y a toujours eu un remords d'avoir livré Laval. Voilà, c'est quelque chose, une espèce de honte qui s'est attachée à la mémoire de Franco, en quelque sorte, pour ne pas avoir assumé totalement ses engagements. Franco s'est débarrassé de Laval. Tout à fait, et évidemment, il fallait en livrer un pour garder les autres. C'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire Laval était la figure la plus importante, qui était réclamée à corps et à cri par la justice française, parce que évidemment, il a été désigné comme le principal des artisans de l'entente avec l'Allemagne. Donc, on l'a fusillé. Voilà, c'est quelqu'un qui a été on n'a pas fusillé Pétain parce que De Gaulle ne pouvait pas fusiller Pétain. La figure de Pétain était trop grande. Et il ne fallait pas fracturer plus encore la société française. C'est-à-dire, il fallait essayer de réconcilier. Laval était en quelque sorte la cible permise. Voilà, c'est-à-dire, il fallait l'exécuter pour montrer qu'on exerçait une justice. Voilà, c'était ça. C'était la raison de justice. Et les autres ont été plus ou moins protégés. Bon, il y a eu une épuration, il y a eu au niveau de base, notamment des individus qui ont été condamnés à mort, exécutés. Mais au niveau de l'État, le seul qui a été en quelque sorte sacrifié, c'était Laval et pas Pétain, bien entendu, qui est resté et qui est mort à l'Île-Dieu. Vous l'auriez fusillé à Laval si vous avez été le président de la Cour de justice, vous l'auriez condamné à mort? Non, Je ne sais pas si je peux poser cette question comme avocat du diable. Hein. Oui, vous pouvez poser toutes les questions. Ce qui a été reproché, ce qui est vrai, on le constate du point de vue de l'historien, c'est que Laval n'a pas eu un vrai procès. Alors c'était très très difficile. Ça pose la question comment on organise la justice. Voilà. Comment on organise la justice dans ces moments? Est-ce que la justice est tout simplement possible? Puisque évidemment, nous avions, c'est une haute cour de justice, donc c'est une justice politique.
Les jurés sont des députés ou des gens qui ont participé à la résistance. Et au moment du procès, chose absolument incroyable, vous avez ces jurés qui crient à mort, à mort, à mort. C'est-à-dire avant la sentence, la condamnation était acquise. Et Laval n'a pas eu de procès véritablement. D'abord parce que ses avocats n'ont pas pu le défendre et il s'est retiré à un moment donné. Parce que Laval croyait, parce qu'il c'était un avocat, Laval avait toute sa vie exercé ce métier d'avocat. Donc il savait défendre les autres et il savait se défendre. Et il était persuadé que au cours d'un procès normal, il aurait pu retourner l'opinion publique et la cour. Voilà, s'il avait eu un procès. Si on lui avait donné les moyens de sa défense. Et c'est vrai que le procès n'a pas eu lieu. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire, le problème, c'est pas la condamnation à mort, le problème, c'est l'organisation du procès, qui a été un procès absolument scandaleux, puisque de toute façon, la mort était acquise. Et puis, les conditions de la mort de Laval ont été absolument tragiques, puisqu'on sait que à un moment donné, ça donne de l'épaisseur d'ailleurs à la personnalité de Laval. Chaque fois que Laval partait, par exemple en Allemagne, rencontrer Hitler, il avait une fiole de cyanure sur lui. Ce qui prouve bien qu'il considérait que pour lui, la mort était possible. C'est-à-dire que Hitler aurait pu le faire exécuter. Et dans sa prison, là c'est ce que j'ai suggéré dans un autre livre, il a réussi à se procurer du cyanure. Moi, je pense que c'est sa fille qui lui a procuré, c'est-à-dire qu'il y a eu une relation très, très particulière. Il faut dire qu'il y avait un amour absolument extraordinaire entre cette fille et son père. Et je pense que le père a demandé à la fille de lui faire passer du cyanure. Et avant l'exécution, quand on lui a annoncé qu'il allait être fusillé, Laval a pris le cyanure. Et au lieu de le laisser mourir, etc., on lui a lavé l'estomac, donc on l'a remis sur pied et on l'a conduit à peu près mourant devant le poteau d'exécution. Voilà, c'est ça qui s'est passé. C'est les conditions de la mort qui sont aussi des conditions. Le suicide n'était pas une mort permise pour Laval. Il fallait évidemment qu'il y ait véritablement une mort par exécution pour en quelque sorte laver la faute qui s'était attachée à la France à cette époque-là. Quelle est la figure la plus tragique de la France? Laval, Pétain, Jeanne d'Arc, Vercingétorix, à mon avis, bien sûr. La figure la plus tragique, Ouais. évidemment, elles ne sont pas comparables parce que d'abord, il faut contextualiser, on ne peut pas parler. Évidemment, la figure de Jeanne d'Arc est une figure héroïque, voilà, qui se met en place. La figure on a besoin dans l'histoire. Je ne les propose pas au même niveau, hein, mais c'est. Je comprends, mais on a besoin dans l'enseignement de l'histoire, dans la pédagogie de l'histoire, c'est-à-dire que moi j'ai été un enseignant pendant très longtemps, je reste encore un enseignant, de donner ou d'incarner l'histoire à travers des personnalités. Voilà, l'histoire elle s'attache à des hommes et à des femmes proprement dites. Mais évidemment, il y a les grands hommes, ce que l'on donne à aimer ou à comprendre. Ce sont souvent des résumés ou ce sont souvent des exhumations, c'est-à-dire on les grandit, voilà, pour en faire des héros. Et puis il y a les autres qui sont en quelque sorte les figures sombres, noires, qu'il faut détester et sur lesquelles on rejette à peu près tous les mots. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Or l'histoire, elle est toujours ambiguë, elle est toujours en demi-teinte, c'est-à-dire que les héros ont été amenés à un moment donné à faire des choses qui n'étaient pas très belles. Voilà, c'est parce que la vie politique ou l'histoire est absolument terrible. Ce qu'il faut retenir, ce sont les grands moments. Voilà, c'est ceux qui nous donnent à voir. Alors, la défense de Laval est impossible dans ces moments-là. Je veux dire, à un moment donné, il a fait des choix. Mais il a fait des choix qui l'a mené jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'à sa mort, puisque c'est ce qui est arrivé. La question que l'on peut se poser, qui est une question très importante, c'est-à-dire comment un homme aussi intelligent, aussi prudent, aussi avisé que Laval,
qui était un négociateur, on disait que c'était un maquignon, a-t-il pu s'engager aussi loin? Voilà, parce à un moment donné, il comprenait très bien qu'il prenait des risques terribles, à la fois pour lui et pour le pays. Voilà. Et que, évidemment, cette alliance avec l'Allemagne était une alliance horrible, voilà, absolument terrible. Voilà. Mais évidemment, il faut contextualiser les choses. C'était là, c'est-à-dire qu'à un moment donné, des gens ont cru à la victoire allemande. Les gens ont cru que l'Allemagne avait gagné la guerre et que de toute façon, il n'y avait rien à faire. L'Europe serait allemande. Voilà, c'était quelque chose qui était absolument acquis. Et ensuite, la peur des communistes, la peur du communisme qui a quand même agité une très grande partie de l'Europe et de la société française était plus redoutable. C'est-à-dire, qu'allait-il se passer si l'Allemagne s'effondrait? C'est ce qu'il a dit à un moment donné dans un discours de juin 41. Je souhaite la victoire de l'Allemagne parce que sans elle, le communisme s'installerait partout. Et évidemment, le risque, c'était ça, c'est-à-dire un piège absolument terrible, ou les nazis ou les communistes. Et donc, le choix de Laval, c'était que le communisme était plus terrible que la domination allemande. Et c'est là où il s'est totalement trompé. Voilà, son erreur fatale est là, c'est-à-dire à un moment donné, parce qu'il y a eu les Américains, il faut bien dire, parce qu'il y a eu De Gaulle, qui a réussi aussi, les communistes ne sont pas arrivés au pouvoir en France et n'ont pas fait ce qu'ils ont fait dans d'autres pays qui ont été occupés après la chute de l'Allemagne. Beaucoup de collabos venaient de la gauche, même Laval. Oui, oui. Alors, je ne sais pas si c'est par hasard ou on passe d'un extrême à l'autre. C'est-à-dire que dans le groupe des collabos, il y a de tout. Il y a des gens, évidemment, qui viennent de l'extrême droite, de l'Action française. Voilà, c'est pour ça qu'il y aura beaucoup de liens avec l'Espagne aussi, parce que des gens qui sont issus des requêtes, etc., il y avait eu des liens très étroits. La figure de Maurras, par exemple, était une figure très connue. Donc ces gens-là, tous les gens, il y avait un certain nombre d'antisémites, mais il y a beaucoup de gens qui sont venus de la gauche. Ils sont venus pour plusieurs raisons. D'abord par pacifisme, parce qu'après la guerre de 14, certains ont dit nous ne pouvons plus revivre cette espèce de massacre. C'est-à-dire que les choses ont été absolument terribles et il vaut mieux l'entente avec l'Allemagne plutôt que de recommencer cette espèce de bain de sang. Tout sauf la guerre. Voilà. Alors ça, la question du pacifisme. Et puis la question de croire que l'Allemagne nationale-socialiste était en partie socialiste. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Et puis d'autres, par opportunisme, par conviction, je parle par exemple de Marcel Déat ou d'autres figures, même du Parti communiste. Un homme comme Doriot venait directement du Parti communiste. Et la haine du communisme, et notamment, puisque évidemment la question c'est un basculement, je passe d'un point à un autre, fait que je deviens plus nazi que les nazis pratiquement. Voilà, c'est ce qui va se passer par détestation de mes anciens frères communistes. Et voilà, c'est ces espèces d'inversion et d'accumulation de haine qui font qu'à un moment donné, les individus ne font pas des choix cohérents ou lucides. En tout cas, ils nous apparaissent complètement incompréhensibles. La détestation est partout. Et ces gens-là, en quelque sorte, sont dans ce milieu où ils grenouillent, où ils acceptent absolument tout. Et c'est ça, c'est cette espèce c'est une époque de confusion, voilà. La politique, où l'histoire n'est jamais très claire. Enfin, il y a des choses, enfin, pour certains, et puis il y a des retournements, voilà, qui se mettent en place. Après, il y a des opportunistes. Il y a des gens qui, pour le pouvoir, sont capables de faire n'importe quoi. Voilà, c'est pas une grande nouveauté. C'est-à-dire saisir l'événement et faire des alliances avec n'importe qui. Et c'est ce qui s'est passé à ce moment-là. Est-ce que je vais vous poser encore une deuxième question, excusez-moi. Est-ce que nous aurions, c'est une question d'avocat de diable aussi, hein, mais est-ce que nous aurions été collaborationnistes en 1940, c'est que vous disiez qu'il faut contextualiser toujours. L'Allemagne,
apparemment a gagné la guerre, c'était l'effondrement de la France. Les plus faciles, c'était même pour les citoyens moyens, c'est de devenir collaborateurs ou collaborationnistes ou d'accepter la collaboration. Non, non, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'effondrement de la France, l'effondrement militaire de la France, a provoqué chez les Français une vague d'abattement et d'incompréhension. C'est-à-dire, immédiatement, on se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? On nous a dit que nous avions la meilleure armée du monde, que nous étions équipés, que nous avions une aviation, et les Allemands ont été capables de nous battre en un mois. Voilà, quelque chose qui a été... Et l'idée aussi d'être incapable de se projeter dans l'histoire. C'est-à-dire, à un moment donné, vous vivez un temps que vous ne comprenez plus. Nous ne savons plus. Et chez certains, il y avait une perte totale de repères et aussi une colère contre les responsables de la défaite. C'est-à-dire, on nous a mal gouvernés, on nous a mal conduits. Et cette incompréhension, qui est une forme d'abattement, fait que le maréchal, la figure du maréchal Pétain, a été immédiatement très acceptée. C'est-à-dire, c'était le recours, c'était le sauveur. Voilà, c'était celui qui était encore capable, parce qu'il avait fait la guerre de 14, qu'il avait été un général extraordinaire, il était capable de défendre. Et les gens se sont mis en quelque sorte sous leur protection. C'est-à-dire, quand il arrive des événements terribles, comme ça, la compréhension n'est pas immédiate. Donc il va falloir du temps. Il y a quelques-uns qui immédiatement optent pour une résistance immédiate. Mais l'organisation de la résistance, il faut imaginer aussi qu'à ce moment-là, l'Allemagne était alliée à l'URSS. Donc les communistes n'étaient pas dans la résistance. Ils n'étaient pas du tout dans la résistance. Et là où l'histoire va basculer, c'est quand Hitler va déclarer la guerre à l'URSS. Donc le Parti communiste, bien entendu, s'engage avec son organisation et sa méthode dans la résistance. Et puis, cette occupation allemande va devenir de plus en plus oppressive, de plus en plus féroce, de plus en plus violente de tous les côtés. Et donc, et aussi la faim, la pauvreté, etc., qui existent. La France n'avait jamais connu en vérité. Même pendant la Grande Guerre de 1914-1918, il y avait un État qui tenait, il y avait des ressources, il y avait une espèce d'organisation. Or là, il y a une fracture. D'abord, la France est coupée en deux, entre une zone occupée et une zone dite libre, qui sera elle-même occupée après le débarquement en Afrique du Nord en 1942. Et la violence, la politique de l'Allemagne, les Français vont la découvrir très progressivement, c'est-à-dire la politique des Allemands, c'est le pillage et la destruction progressive de la France. C'est leur but. C'est-à-dire que les nazis le savent très bien, ils n'occupent pas la France pour la protéger, ils l'occupent pour la détruire complètement. C'est-à-dire que la volonté de Hitler, c'est d'effacer l'histoire française définitivement. Voilà, c'est ce qu'ils cherchent. Et les Français vont le comprendre progressivement. Donc va s'organiser une résistance, qui est une résistance quotidienne, de base, et puis l'organisation d'une résistance militaire, etc., avec bien entendu l'action du général de Gaulle, et puis l'action du Parti communiste, et puis des autres groupes de résistance qui seront présents en France. Je suis en train de lire maintenant, après votre livre, la bio de Gaulle par Julian Jackson. Oui, oui, c'est très important, oui, c'est ça. Mais évidemment, la biographie est toujours un exercice très difficile, parce que raconter une vie, d'abord, c'est très difficile. Un personnage grandit, il rencontre un événement extraordinaire, et c'est à partir de là où il va faire des choix qui vont lui permettre de rentrer dans l'histoire. J'aime bien la phrase que vous venez bien de dire, de que les hommes non, pardon, l'histoire s'attache aux hommes et aux femmes, bien sûr, pas les classes sociales, non?
Oui, mais bon, alors Je suis d'accord. Hein. évidemment, ce qu'on retient, ce seront surtout les hommes. C'est peut-être un travers de notre enseignement. C'est-à-dire que on pourrait à ce moment-là dire que, évidemment, si De Gaulle n'avait pas existé, par exemple, on peut faire ce qu'on appelle l'Uchronie, c'est-à-dire, voilà, De Gaulle n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y en a un autre qui prend sa place? Est-ce que ça aurait pu être un groupe d'individus? Est-ce que la personnalité de De Gaulle était indispensable? Voilà, indispensable. Pour Laval, on peut dire la même chose, c'est-à-dire si Laval n'avait pas été là ou si Pétain n'avait pas été là, que se serait-il passé? Est-ce que c'était des figures noires qui étaient indispensables à l'histoire? Et on sait très bien que, par exemple, d'abord Laval n'a pas exercé tout le pouvoir pendant la période de l'occupation. Il y a une période où il a été il a été écarté. Mais évidemment, il y avait des candidats parce que le pouvoir attire, même le pouvoir complètement déliquescent. Et donc c'est ça, c'est-à-dire que nous donnons de l'importance aux hommes parce qu'ils sont des façons pratiques de résumer, voilà, d'incarner. Et nous avons besoin de rentrer. Donc c'est pour ça que moi, par rapport aux biographies, et je respecte beaucoup le travail de Monsieur Jackson et d'autres, mais je suis toujours très prudent parce que je trouve que ça permet, ça pousse à oublier tout ce qui s'est passé, et évidemment la force d'une société, par exemple, de groupe, voilà, je trouve qu'il est plus intéressant de raconter l'histoire à travers du collectif plutôt qu'en individualisant les choses. Jelly Paxson aussi, en anglais. Et Je suis désolé parce que nous avons parlé pendant 30 minutes, mais nous n'avons parlé pas encore de votre livre. C'est pour ça que je voudrais vous demander. C'est l'histoire des collabos moyennes, à peu près, n'est-ce pas? oui, alors ce qui était intéressant, parce qu'on a beaucoup écrit, enfin, beaucoup de choses ont été faites, notamment sur les chefs collabos, les personnages très importants. Ce qui me semblait intéressant, c'est de mettre en avant des personnalités un peu secondaires, un peu oubliées, et de voir à travers leurs dérives, leurs itinéraires, ce qui s'était passé. C'est pour ça que, par exemple, j'ai pris des figures comme un speaker de radio, c'est-à-dire pourquoi des gens qui avaient parlé à des radios allemandes s'étaient compromis et que leur arrivait-il ensuite? Voilà, donc vous avez un C'était homme lui? comme voilà, Jean-Hérol Paqui, qui est un homme très important et qui peut intéresser beaucoup les Espagnols parce qu'il a appris la radio pendant la guerre civile espagnole. C'est lui qui parlait et les Espagnols, il est venu se battre dans les Requetes, parmi les Requetes, parce que c'était un homme d'extrême droite. Et à un moment donné, il a été blessé. Et les Espagnols sont allés les chercher, les franquistes, pour le mettre à Radio Saragosse, pour créer une émission de propagande à destination de la France. Le régime franquiste faisait sa propagande. Et toutes ces radios qui ont été constituées un peu à l'école de Caivo de Llano, qui est sur Radio Séville, ils vont apprendre, et ces radios qui sont équipées par les Allemands, ils vont apprendre la force de la propagande radiophonique. Et donc, Hérol Paqui passe ensuite de l'Espagne à la France et il va devenir un des animateurs, une voix de la collaboration. Je crois beaucoup à l'importance des voix parce que la radio était très importante à cette époque-là. Il devient une des grandes voix de la collaboration à Radio Paris, qui avait été doté par les Allemands de tous les moyens techniques et qui diffusait sur l'ensemble. Ce qui fait que la guerre dont on parlait tout à l'heure a été aussi une opposition entre la BBC, les hommes de Londres qui émettaient à la destination de la France, où le général de Gaulle avait lancé son message, et puis les autres qui étaient aussi des gens écoutés, comme Philippe Henriot, et puis Jean-Hérol Paqui, qui avait lancé des slogans. Voilà, il trouvait, c'est-à-dire faire la politique en lançant des slogans pour à la fois décourager la résistance et puis favoriser le camp des Allemands. Alors voilà, il y a Jean-Hérol Paqui, il y en aura d'autres, et puis il y a des individus plus ordinaires.
qui se retrouvent là-dedans, qui sont des gens qui se sont engagés dans la SS, par exemple. Je cite quelqu'un comme Robert Blanc, que j'ai moi-même rencontré à ce moment-là, que j'ai connu. Ensuite, un qui a été le secrétaire de Laval, et qui ensuite a fait une carrière comme auteur de science-fiction, donc quelqu'un qui s'appelle René Bonnefoy. Donc il y a toute une galerie. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de faire une galerie de portraits. Voilà, à travers les portraits, en multipliant et en faisant en quelque sorte des chapitres comme des nouvelles sur ces personnalités, c'est-à-dire non pas une biographie comme vous l'avez cité à travers Jacques Sion, mais quelques traits généraux qui nous permettent à la fois de comprendre les hommes et les femmes qui se sont engagés et voir comme ça. Par exemple, j'ai pris une personnalité qui est souvent oubliée, c'est la femme de Laval, Madame Laval, voilà. Donc la mère de José Laval, et qui va l'accompagner, qui l'a accompagné pendant tout son exercice du pouvoir et qui va le suivre en Allemagne et qui va revenir et qui va survivre à l'exécution. Donc qui était cette femme? Et je trouvais que c'était important de raconter son exil en Allemagne, voir ce qu'elle avait fait, cette femme, et ensuite comment en quelque sorte elle a vécu à la fois l'exécution de son mari et comment elle a continué à vivre à ce moment-là. Voilà un certain nombre de choses. Alors, vous montrez, voilà, évidemment, une personnalité très importante et dont on va beaucoup parler l'année prochaine et dans les années à venir, parce qu'il y a un projet très important de film qui est prévu par un réalisateur qui s'appelle Xavier Giannoli, avec qui j'ai été en relation, qui va faire un film sur Jean Lucher et Corinne Lucher. Alors, Corinne Lucher, dont vous montrez le portrait, c'était une actrice, mais c'était surtout la fille de Jean Lucher. Jean Lucher, qui a été un journaliste, on en parlait tout à l'heure, proche de la gauche, en quelque sorte, du radicalisme, qui a été un collaborateur d'un président du Conseil qui s'appelle Aristide Briand, et qui va devenir le responsable pendant l'occupation de toute la presse collabo. Voilà. Donc il s'engage. Et qui est un individu à la fois très intelligent, très mondain, qui aime beaucoup les femmes, qui aime beaucoup la vie facile, et qui a été habitué à toucher ce qu'on appelait des fonds secrets, c'est-à-dire le pouvoir acheter des journalistes. Voilà. Et les nazis, notamment l'ambassadeur d'Allemagne, Otto Abetz, avait corrompu, il l'avait connu, et il l'avait totalement corrompu. Donc il y a des gens qui ont été totalement corrompus par l'argent allemand. Voilà, c'est l'argent qui était distribué. Et Jean Lucher, qui va être fusillé en 1900 à la Libération, après la Libération, dans un procès, a été le responsable d'une presse. C'est un personnage totalement ambigu parce qu'il promeut aussi une organisation sociale de la presse. Voilà, c'était des gens mais c'était des gens, voilà, qui étaient prêts à tout pour de l'argent et pour du plaisir. Quand on parlait de l'égoïsme tout à l'heure, vous avez des gens qui ne pensent absolument qu'à leur plaisir. Voilà, et qui saisissent l'événement, ce que les Allemands ont pu leur donner de moyens, c'est-à-dire les Allemands vont lui donner un journal, vont lui donner du pouvoir, vont le protéger, vont l'accueillir. Et ce qu'il faisait, par exemple, en organisant des visites, comme vous le montrez, d'intellectuels. On voit évidemment la figure de Brasillac, qui a été une figure très importante, mais aussi des gens comme Abel Bonnard, comme Ramon Fernandez, comme Drieux-La Rochelle, qui a été un écrivain extrêmement important et qui va se suicider avant, en quelque sorte, d'être condamné. Donc, les Allemands étaient capables aussi d'envoyer des spécialistes de la France, voilà, comme Gerhard Heller, qui exerçait à l'Institut français, comme Otto Abetz, qui pendant des années avait visité la France et qui connaissait la France absolument parfaitement, qui lisait toute la littérature française. Quelqu'un comme Junger, par exemple, Ernst Junger, connaissait absolument tous les écrivains. Il racontait la France aussi bien que des écrivains français. Donc ils ont été capables de sélectionner ce qu'on peut appeler des cibles. Voilà, des cibles qui, dans la société française,
pouvaient être totalement compromis et donc ils vont les attirer soit par des invitations, soit par de l'argent. Donc, ce qui me semble important aussi, c'est de comprendre que les Allemands avaient des stratégies d'occupation. Voilà, ils savaient faire, ils savaient construire des radios, choisir des individus qui étaient susceptibles d'être corrompus et les amener, bien entendu, comme des vitrines, en quelque sorte, des affiches. C'est-à-dire, regardez, nous avons autour de nous des tas de Français qui sont d'accord avec nos idées, qui se sont ralliés à l'idée d'une grande Allemagne. Voilà ce qui s'est passé. Brasillac a été exécuté aussi. Exécuté. Alors c'est la figure de l'intellectuel, évidemment, parce que d'abord c'était des gens qui savaient écrire. Bon, sur ces romans, moi je suis beaucoup plus nuancé, mais dans ces journalistes, et surtout il avait dirigé un journal antisémite, il était d'un antisémitisme qui pour nous d'ailleurs aujourd'hui est totalement incompréhensible. C'est-à-dire on peut se dire, mais pourquoi étaient-ils antisémites ces gens-là? Qu'est-ce qu'ils avaient et avec cette espèce de violence du point de vue. Comment des gens aussi intelligents ont-ils pu autant se tromper? Voilà, c'est la grande question qui peut se poser. Or, Brasillac dirigeait un journal antisémite qui a été très lu, qui s'appelait Je suis partout. Voilà. Ouais. Et donc. Excusez-moi, monsieur Berger, mais c'était de la séduction, c'était des convictions, c'était de l'argent, c'est un peu tout. Je pense qu'il y a tout. Pour Brasillac, c'était à la fois de l'attirance. Par exemple, c'est facile de dire, mais quand Hitler est apparu, certains ont cru que c'était l'homme nouveau. Voilà, c'était l'homme qui allait transformer l'histoire. Ils ont cru véritablement. Et je relisais d'ailleurs un texte de Brasillac qui est paru dans une revue qui s'appelle en 1937. Il va au congrès de Nuremberg et il voit Hitler. Il voit Hitler. Et il le décrit comme un nouveau dieu, pratiquement. Un individu, voilà, qui est capable d'inoptiser les Allemands, de transformer le monde, voilà. Ils ont cru véritablement à un moment donné. Ils sont rentrés peut-être par désespoir de la France, voilà, parce que c'était des gens qui avaient repris la pensée de De Grelle, etc., qui disaient « Mon pays me fait mal », voilà, « Mon pays me fait mal ». Parce qu'à un moment donné, ils souffraient, même Drieux-La Rochelle, ils souffraient que la France ne soit plus la France, une France grande, héroïque. Il y avait une espèce d'exigence française qui était absolument remarquable. Et le fait de voir cette espèce de trouble français, en quelque sorte, ou de situation politique qu'ils ne comprenaient plus, les pousse dans l'idéalisation du fascisme, voilà, du fascisme, et notamment, et du nazisme en même temps. Voilà. Alors là, vous montrez une autre figure. Ouais, il y avait même des nageurs. Voilà, alors ça, c'est un personnage très, très, très important. C'est Jacques Cartonnet, qui a été un champion du monde de natation, qui avait participé aux Jeux Olympiques en 1932 à Los Angeles, qui était un sportif absolument extraordinaire, et qui va basculer pour des raisons obscures. Alors, on ne sait pas s'il est corrompu, etc. D'abord dans le parti de Doriot, c'est-à-dire le Parti populaire français, et qui va devenir un propagandiste, un milicien, une organisation du régime de Vichy qui a été une organisation absolument terrible, qui a arrêté, qui a torturé, qui a fait des méfaits absolument remarquables, et lui devient un propagandiste, c'est-à-dire que on se sert de lui pour promouvoir le sport français, la race française, tout ce que vous voulez. Et il va se réfugier à Sigmaringen, et puis il va passer en Italie, et l'Italie d'après-guerre, où beaucoup de ses anciens collabos dans le nord de l'Italie, qui était la zone la plus certainement fasciste à ce moment-là, eh bien l'Italie va toujours le protéger, c'est-à-dire il ne sera jamais extradé. Il a été condamné à mort en absence, c'est-à-dire qu'il n'était pas là dans son procès, mais il va disparaître. Et je ne sais pas pourquoi. J'ai toujours cru qu'il était passé en Espagne. Je sais pas. Je continue à chercher sur ce personnage parce que personne ne sait où il est mort en vérité. Et l'idée, l'autre fois j'étais en Espagne, j'ai acheté un livre, un petit magazine où il y avait les rencontres sportives et je me disais peut-être que je vais le voir surgir là.
sous une photo déguisée parce que ça serait pas impossible ou qu'il est filé en Espagne et ensuite en Amérique du Sud. Vous savez, l'exil de ces collabos, pour certains est connu, et puis à un moment donné, beaucoup disparaissent, voilà, où ils se refont sous une nouvelle identité, sous une nouvelle apparence. Il y a une espèce de transformation pour essayer en quelque sorte. C'est pour ça que d'ailleurs dans ce livre, j'ai fait arrêter l'histoire en 1989, ce qui est très tardif, parce que certains ont continué à se cacher et à vivre sous d'autres noms et sous d'autres apparences. Je vais vous montrer le dernier. Alors lui, c'est Max Nipping, ça a été un responsable aussi de la milice. C'était un aviateur, Donc, on se dit d'ailleurs, comment sont-ils arrivés là? Quelle était leur vie avant de devenir soit des tortionnaires, soit des enragés politiques. Et on voit évidemment ces gens qui ont été des aviateurs, des photographes, en quelque sorte, qui basculent. Je crois que c'est très important à un moment donné, le basculement, ce qui fait que ce basculement vous conduit non seulement à vous radicaliser, mais vous conduit surtout jusqu'à un point de non-retour. C'est-à-dire à un moment donné, vous ne pouvez plus faire marche arrière. Vous avez fait tant de choses, vous avez dit et écrit, et ensuite, voilà, vous êtes allé trop loin. Et donc, c'est pour ça que beaucoup de ces collabos, après, même après la guerre, comme Max Nipping qui sera lui fusillé, mais d'autres qui vont survivre, ne pourront jamais dire, et ça c'est très important, oui, nous nous sommes trompés, voilà, parce que l'erreur, à un moment donné, dans l'histoire, dans la politique, est quelque chose. Toujours, ils auront le sentiment qu'ils ont eu raison et que l'histoire qui va suivre, la guerre froide, justifie en vérité totalement leur engagement. Voilà, c'est très important. Ce qui m'a choqué et ce qui m'étonne toujours encore, c'est qu'il n'y a pratiquement pas d'individu qui fasse en quelque sorte ou qui soit capable de faire une autocritique à un moment donné, de dire, ben, évidemment, nous avons fait des choses horribles, soit parce que nous n'avons pas compris, soit parce que nous n'avons pas vu. Au contraire, tous disent, nous avions raison, parce qu'en choisissant l'Europe allemande, nous protégions l'Europe, la France, contre les communistes ou contre d'autres formes de danger. Bon, monsieur Pourcher, enchanté de faire votre connaissance et merci bien On a parlé de votre livre, voilà la version espagnole, la version en français, mais je crois que votre secret, je vous l'avais dit en privé, vous écrivez l'histoire comme un écrivain. En fait, vous avez beaucoup de livres, on l'a vu déjà, voilà. Ça, c'est histoire aussi? Oui, alors ça, c'était au début, c'était mes débuts encore. C'était ma thèse qui a été retranscrite en livre, en fait, qui est devenue livre. Et ça, c'est moitié-moitié? Alors ça, c'est un roman, justement, parce qu'à un moment donné, l'histoire me suffit plus. Je m'ennuie un peu dans l'histoire, ou en tout cas, les archives deviennent, où on a l'impression qu'on voit autre chose qui n'est pas forcément enregistré dans les archives. Et donc l'idée de raconter autrement, c'est quelque chose. Je pense que de toute façon, dans l'avenir, il faudra que je revienne un peu au roman pour avoir une expression un peu différente, quoi. Et encore, ça c'est histoire. Ça, c'est un livre d'histoire qui est aussi très, très, très important. C'est comme ça que j'ai commencé à aborder la question de l'occupation, c'est-à-dire en travaillant sur la période de 1914-1918, qui a été une période absolument tragique. Et ce que j'ai voulu faire, ce que beaucoup de personnes n'avaient pas fait jusqu'à présent, c'est pour ça que je l'ai fait, c'était raconter l'arrière, pas les combats, pas les opérations. Comment on vit la mort, le deuil, l'absence des hommes, la pénurie, les restrictions. La vie. Voilà, la vie. Où est la vie dans tout ça? Où est la vie pendant la guerre? Donc, vous savez, aujourd'hui, on pourrait se dire où est la vie en Ukraine? Voilà, comment les gens vivent de façon ordinaire. Et ça me semble aussi très important de comprendre. Parce qu'ensuite, tout est là, quoi. C'est-à-dire, si vous perdez votre fils, votre frère, votre ami, etc., comment vivre après? Comment continuer, quoi. Mais surtout avec beaucoup de documentation. Énormément de documentation parce que j'ai passé des années d'archives, etc. Bon,
l'idée qui est aussi une idée terrible, c'est de dire que 40 ans ont passé, quoi, 40 ans de travail, mais qui vous permet évidemment d'avoir exploré beaucoup de choses, quoi. La mémoire de ces archives et qui continue. On n'arrive jamais au bout des choses, hein. La quête ou la recherche est infinie. Mais à un moment donné, bien entendu, on a accumulé à la fois des personnages et des histoires. Voilà. Bon, merci, monsieur Pourcher, a été un vrai plaisir. J'espère vous revoir en France ou en Espagne. Ben, Vous êtes en train de préparer encore un autre livre? oui, oui, je Ah, suis en parfait. non, On aura l'occasion alors. je reviens sur l'histoire de ce nageur proprement dit. Donc, Ah, cartonné, ok. voilà, cartonné. Donc, je vais Ben essayer voilà. de Mais vous l'avez trouvé en Espagne alors, ou quoi? je sais pas, je vais le chercher. Mais en Espagne, vous avez tant d'autres figures et des choses si importantes qui me semblent. Et sur ces liens entre la France et l'Espagne, et sur cette histoire franquiste notamment, voilà, sur les liens entre l'Espagne de Franco et l'Espagne et la France, il y a quelque chose pas au sommet, pas l'entente, la personnalité de Franco, mais tous les gens qui ont été dans le cercle de Franco ou au service de Franco. Et ça me semble très important. Ok, merci bien, merci Pourcher. Je vous laisse avec votre livret en espagnol. Oui, c'est ça. Merci. Alors, il a été remarquablement traduit parce qu'évidemment, quand Ouais. on, quand on passe d'une langue à l'autre, le travail du traducteur est absolument important. Et l'éditeur, Javier Jiménez, a fait un Ouais. travail absolument superbe en l'illustrant. Enfin, Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est très bien addicté avec des tintes voilà, c'est et en ça. plus avec des photos et tout ça. C'est. Je vais même dire autre chose. Je trouve que l'édition espagnole est beaucoup plus belle et beaucoup plus Ouais, réussie ouais, c'est que vrai. l'édition Je ne française. voulais pas le dire, mais c'est vrai, Voilà. c'est vrai. Bravo à l'Espagne et merci aux éditions Forcola. J'ai eu l'occasion de les comparer. Je les lis en français, mais bien sûr, j'ai l'exemplaire en espagnol aussi. Et c'est mis en espagnol. Oui, oui, Merci j'ai bien. lu en espagnol et moi je suis plus content du livre espagnol que du livre français. Vous voyez, c'est toute Ok, l'histoire. merci. Et j'espère à bientôt. Merci.